Effectivement, Louis de Ragnel, où sont passés ces otages? Les opérations de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza n'ont pas permis d'en libérer. Ils ont retrouvé des images dans des ordinateurs retrouvés dans l'hôpital d'Al-Shifa. Est-ce qu'ils pourraient avoir été déplacés par les terroristes et peut-être même sortis de la bande de Gaza? Alors, déplacé au sein de la bande de Gaza, c'est assez vraisemblable. On sait, enfin, l'armée israélienne savait et sait que l'essentiel de l'état-major du Hamas était dans le nord de la bande de Gaza. C'est pour ça que l'armée israélienne a commencé son offensive par cette zone-là. Et évidemment, au fur et à mesure que l'armée israélienne va progresser dans la bande de Gaza, bien vraisemblablement, les otages vont être déplacés. Et c'est d'ailleurs aussi un objectif dans la manœuvre, c'est d'essayer de circonscrire la zone finale d'intervention pour aller libérer les otages à une zone la plus petite possible. La difficulté, et on l'a vu d'ailleurs avec même l'attaque du 7 octobre, c'est que les membres du Hamas n'utilisent pas de téléphone portable et tout l'appareil de renseignement israélien qui est un des plus efficaces, un des plus développés au monde, fonctionne beaucoup sur ce qu'on appelle la guerre électronique, et donc les interceptions téléphoniques. Et on a vu, d'ailleurs ça s'est documenté par les services de renseignement occidentaux, le Hamas qui a recommencé à tirer des fils pour repasser avec des téléphones filaires. Et là, pour le coup... Dans les tunnels. Dans les tunnels. Et vous ne pouvez pas intercepter ces communications pour des informations qui permettraient, par exemple, de savoir où se trouvent les otages. Voilà. Le seul moyen d'intercepter ces conversations, c'est de se brancher sur le fil. Et donc, ça nécessite une opération militaire avec des forces dédiées qui prennent le risque d'aller se brancher sur le fil, sachant qu'il y a énormément de fils qui sont tirés. Donc, ça demande un travail titanesque. Donc, la difficulté technique, c'est celle-là. Ensuite, comme les otages essentiellement passent par des souterrains, parfois creusés jusqu'à 70 mètres sous terre, les caméras de géothermie, par exemple, qui sont utilisées aussi par l'armée israélienne, se révèlent inefficaces puisque ça ne permet pas de déceler avec les chaleurs, la température, où peuvent se trouver les otages. Et en plus, c'est très compliqué de les distinguer du reste de la population et des réfugiés qui pourraient avoir fui. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. C'est ça qui est compliqué pour l'armée israélienne, c'est d'essayer de savoir exactement où se trouvent les otages. Et pour le moment, on voit bien, ils avancent à tâtons et donc ils ne savent pas avec précision. La deuxième difficulté, c'est que tout ça intervient dans un contexte avec une équation très compliquée qui est à la fois d'éliminer les cibles de haute valeur du Hamas, donc poursuivant cette stratégie d'éradication du Hamas, et de l'autre côté, tout en préservant le plus possible la vie des otages. Et donc c'est un équilibre très compliqué avec une pression internationale extrêmement forte, avec les Nations Unies notamment, qui objectivement ne sont pas en train qui ne justifient pas cette action de légitime défense de la part d'Israël, qui, rappelons-le, quand même a été attaquée, c'était une attaque terroriste, et avec une pression aussi occidentale, notamment de pays européens, et on en fait partie, nous, la France, avec notamment des déclarations d'Emmanuel Macron qui appellent à faire cesser les bombardements, sous-entendant qu'il y a des bombardements indiscriminés contre des civils. Donc voilà. Mais pour en revenir aux otages, on sait qu'ils ont donc été déplacés du nord de Gaza vers le sud de Gaza, mais qu'ils sont encore dans la bande. Ils n'ont pas pu sortir par la frontière égyptienne. On est d'accord ? Quand il y a des négociations, quelles qu'elles soient, avec des ravisseurs ou des terroristes, on demande ce qu'on appelle des preuves de vie. Pour savoir si on négocie encore, entre guillemets, pour quelque chose ou pour une cause. Et donc s'il y a des négociations, c'est qu'il y a des preuves de vie. Qui est donné par l'armée israélienne, il y a vraisemblablement autant de preuves de vie que le nombre de victimes, enfin d'otages dénombrés par l'armée israélienne. Donc je pense que le Hamas doit donner... c'est peut-être la seule chose qu'obtient l'armée israélienne, ce sont des preuves de vie. Des preuves de vie. Éric Oui, Revel. c'est sans doute la dernière assurance de vie des gens du Hamas, c'est de fournir régulièrement, à mon sens, des preuves de vie de ces otages. Parce que sinon, s'ils ne donnent pas de preuves de vie des otages, alors Dieu sait si ces otages sont morts ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que là, je pense que rien n'arrêtera le bras de Tsahal. Mais je voudrais dire qu'il y a une difficulté supplémentaire, si je peux me permettre, mon cher Louis, c'est qu'on sait que l'organisation du Hamas a été démantelée. C'était une organisation très pyramidale. Et la difficulté supérieure, c'est que vous devez négocier avec des petits groupes, en fait, qui sont peut-être encore à Gaza ou ailleurs, qui détiennent 1, 2 ou 3 otages. Qui ont pu s'échanger les otages. Voilà. C'est beaucoup plus difficile, tout le monde comprendra, de négocier avec plusieurs intervenants qu'avec un leader du Hamas ou une organisation centralisée et pyramidale. Et puis, puisqu'on voyait les images, moi, pardonnez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée. Pour les enfants. Oui, pour les enfants, vous imaginez. Est-ce que vous imaginez vos propres enfants dans le noir absolu, sans nourriture, loin de leurs parents, mais
mais c'est effrayant. C'est inhumain. Nathan Devers, peut-être, sur cette question des otages, dont évidemment, on ne sait toujours pas où ils sont. Oui, les enfants, les femmes aussi, il faut ajouter, parce que les femmes préfèrent ne même pas savoir dans quelle situation, dans quelles conditions elles sont prises en otage. Il y avait une vidéo qui m'avait marqué, c'était quelques jours après le 7 octobre, un monsieur qui racontait que quand il a appris que sa fille était morte et qu'elle n'était pas retenue en otage, sa première réaction était de se dire ouf. Oui. Parce que entre ces deux perspectives-là, il préférait encore, non pas qu'il se réjouit évidemment, de la mort de sa fille, de la mort de sa femme, de sa fille, mais il préférait encore ne pas avoir à l'imaginer dans les conditions dans lesquelles elle est prise. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'attaque du 7 octobre, ça a été perçu dans la société israélienne comme une sorte de rappel de tous les traumas qui peuvent exister dans l'imaginaire israélien. Le trauma des pogroms, le trauma de la Shoah par balle, le trauma de la guerre de Kippour, et ce trauma typiquement israélien, qui est le trauma de fait que régulièrement, enfin plusieurs fois, à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, des gens ont été pris en otage ainsi. Seulement que là, c'est vraiment dans des proportions qui n'ont jamais été vues, et que donc c'est vrai qu'il y a eu, de la part du gouvernement israélien et de la part même de la société israélienne, une sorte d'immense interrogation, dès le début, d'immense vertige, d'immense malaise autour de cette question. Les grands lieux, par exemple dans la ville de Tel Aviv, les grands lieux qui étaient habituellement des lieux d'opposition politique, de confrontation, la place d'Izengoff, où il y avait encore quelques jours avant le 7 octobre, des gens qui se battaient, des gens de gauche, des gens de droite, etc., aujourd'hui sont devenus des lieux de rassemblement, où tout le monde se rassemble pour exiger la libération des otages, et évidemment, il y a là une sorte de conscience qui naît et qui n'est pas forcément en harmonie avec la parole politique gouvernementale. Bien sûr. On va juste partir en Israël, rejoindre Stéphanie Rouquier et Florian Paume, nos envoyés spéciaux, qui font le point sur les dernières actions de Tsahal dans la bande de Gaza avec la prise de l'hôpital et du port de Gaza. En plein centre de Gaza City, là où se concentre une partie des combats, la 36e division de l'armée israélienne continue l'exploration de l'hôpital Al-Shifa, une exploration bâtiment après bâtiment, mais des patients et des civils sont encore présents. Alors l'armée israélienne annonce procéder avec une grande prudence. Chaque étage est scanné pour trouver la présence de nouvelles armes ou équipements militaires qui pourraient encore être cachés dans l'établissement. À noter qu'en parallèle, Tsahal a annoncé avoir pris le contrôle du port de Gaza, un port qui, selon l'armée israélienne, était géré par le Hamas et qui aurait même servi de base d'entraînement pour préparer l'attaque du 7 octobre. Stéphanie Rouquier et Florian Paume sur place. On va faire une petite pause. Je vous passe la parole ensuite sur les propos d'Emmanuel Macron, qui a justifié son absence de la marche contre l'antisémitisme. Je l'ai évoqué dans le sommaire. On verra quels sont vos arguments et si vous comprenez les propos du président Macron. À tout de suite.